Comment est-ce que quand on voit la masse, on n'arrive plus à assumer ce qui est vraiment vrai en face de nous? Si je trouve aussi que parfois on cherche trop aussi la validation, c'est-à-dire que c'est pas forcément les parents, mais ça peut être juste ton environnement. T'as peur de faire un métier parce que tu te dis que ton environnement proche ne le valide pas forcément. En fait, qu'est-ce qu'on fait gober aux gens? Qu'est-ce qu'on leur dit pour qu'ils puissent se dire je vais en pro parce que je suis pas assez douée, je vais en STMG parce qu'en fait j'arrive pas à avoir telle note en maths ou en cours de sciences ou quoi qu'est-ce. Je me dis donc, en fait, il n'y a pas de choix. En réalité, c'est les conséquences d'un je ne peux pas. Chaque produit raconte une histoire et dans les coulisses de ces histoires, il y a des rêves, des doutes, des déclics. Product Story, c'est le podcast qui va à la rencontre de ceux qui construisent, entreprennent et transforment leur monde. Aujourd'hui, on vous retrouve pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous à la chaîne et c'est parti. Bonjour à tous. Hello, bonjour, vous allez bien? Très bien, et toi? Moi aussi, je vais super bien. Ça va, on se retrouve pour un nouvel épisode. Super. Toujours en compagnie d'Anaïs. Et aujourd'hui, on a une nouvelle invitée que je vais te laisser présenter. Oui, Sandy est avec nous. On va te laisser te présenter de la manière dont tu le souhaites pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore. Ok. Moi, c'est Sandy, congolaise d'origine et coach en clarté de soi et passage à l'action aligné. Voilà. En résumé, congolaise d'origine. Enfin, je veux dire parce qu'il y a deux Congos. Ah. Oui, effectivement. Congolaise de Kinshasa. Ah oui, précision 22 ans. Voilà. D'accord. Et coach en clarté. C'est le vrai Congo. Toi, tu veux déjà lancer les polémiques. On n'a même pas encore commencé le podcast. Ok, d'accord. Congo Kinshasa, ok. En plus, ce que je disais, c'est que Kinshasa, vous êtes nombreux en France. Enfin, France et Belgique. Je crois que Belgique, c'est le fief. Le fief. c'est le deuxième Congo, en fait. Donc, non, ok. Moi, je suis très ravi de t'avoir. Moi aussi. Très ravi. Et ouais, et puis je suis tombé sur des contenus sur Instagram et tout, j'ai trouvé vraiment super clair. Super clair. Oui. Merci. Éloquent. Donc voilà, on va creuser tout ça et ouais. Le but aujourd'hui, c'est un peu de comprendre ton univers. Que tu te présentes et que tu nous expliques un peu comment t'en es arrivé à être coach en clarté de soi. Mais avant ça, on va faire un focus d'abord sur ton enfance, comment t'as grandi, d'où tu viens, qu'est-ce que t'as vécu, c'est qui Sandy? D'accord. Alors, comment j'ai grandi, si je parle un petit peu de mon parcours scolaire. Déjà, j'ai commencé la maternelle à 2 ans. Donc, de mes 2 ans, on va dire jusqu'à mes 16 ans. Donc, j'ai fait l'école primaire dans une école familiale. Puis ensuite, j'ai fait mon collège dans une école mixte qui s'appelle l'Isanga. Et puis j'ai fait une partie, la moitié de mon lycée, à l'école Chaumba. Donc du coup là, c'était vraiment exclusivement pour les filles. D'accord. Et après, je suis venue en France à 16 ans. Ok, tout ça c'était au Congo du coup? Exactement. Et donc par après, je suis venue en France à 16 ans pour continuer, finaliser mes études au lycée ici. Okay. J'ai eu mon bac ici en 2022. D'accord. Okay. Voilà. Donc, je devais l'avoir en 2020. Mais bon, comme je suis venue en France, on m'a fait un peu rétrogradé, d'accord. T'as refait en fait. J'ai refait en fait, exactement. Ok. Et donc là, actuellement, tu continues des études, je suppose? Absolument pas. Okay. Ça fait maintenant aujourd'hui 3 ans que je suis en auto-formation. Je continue pas des études. Pour moi, c'est quelque chose, c'est une expérience que je souhaite vivre plus tard. D'accord. Donc voilà, je souhaite envisager de le vivre à partir de mes 25 ans. D'accord. Et donc je l'ai senti comme ça, en alignement, que mes 5 premières années de la vingtaine devaient être consacrées à mes projets, à mon entrepreneuriat, à mon auto-formation, etc. Ok. Et tu reviendras après à 25 ans? À partir de 25 ans, je verrai la potentialité d'y reprendre. De la reprendre. Oui, c'est particulier. Ok. C'est un parcours atypique. Oui, c'est très atypique. C'est ce qu'on cherche ici. Oui, exactement, voilà. Tout va bien. Voilà. Tout va bien. Servi. Mais du coup, on peut se poser la question de comment s'est fait le cheminement de pensée jusqu'à se dire j'ai envie de vivre entre mes 20 et mes 25 ans
ne pas aller dans les études, ce qui est quand même le cas de 99% des jeunes à partir de la vingtaine, et de te dire j'ai envie d'investir sur moi, j'ai envie de devenir coach et de faire une auto-formation qui dure depuis 3 ans maintenant. Explique-nous un peu comment ça s'est passé pour que tu en arrives là. Alors, déjà, sincèrement, j'ai jamais songé vraiment à être coach. Moi, je prends ça vraiment comme un appel d'urgence, pas pour sauver les gens, au contraire, mais pour moi, en fait, vivre idéalement. Alors, je crois que j'ai commencé à ressentir au fond de moi que c'était pas un chemin que je voulais prendre, parce que je sentais ce côté un peu dicté, en fait. Dicté du système, c'est-à-dire, en fait, c'est comme ça, quoi, on doit faire ça. Et en fait, ce que j'ai remarqué, bon, ça, c'est une analyse que j'ai commencé intérieurement depuis mes 9 ans. Ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, on nous a comme... Je remarque autour de moi, on fait les choses sans se poser les questions. Sans se demander pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi il faut forcément faire comme ça, pourquoi il faut forcément aller là-bas. Et en fait, il y a un truc qui est très particulier, c'est que quand on commence à se poser des questions, on commence peut-être à remarquer qu'il n'y a pas d'indispensabilité à suivre ce que tout le monde fait. Forcément. Qu'on peut en fait avoir le même résultat, mais autrement. Tout comme avoir le même résultat en allant dans la même direction que les autres, mais avec une autre manière d'être et de voir les choses. Et moi, en fait, j'ai envie de dire, quand j'ai commencé à regarder autour de moi, parce que quand j'étais au Congo, je m'en foutais un peu de l'école. Alors oui, je réussissais, je passais de classe, etc., avec de bons points. Mais en réalité, j'étudiais pas du tout. Pas du tout. Donc, je me suis toujours demandé, si t'étudiais, t'allais faire quoi, Sandy? T'allais avoir quoi comme note? Mais voilà, en tout cas, je m'en sortais bien sans étudier, parce que je préférais vivre ma vie avec mes passions, la musique, le basket, l'instrument, l'écriture. Je préférais faire ça à côté que de voir ma journée être école, maison, manger, dormir. Et t'arrivais à trouver du temps à faire tout ce que tu viens de dire là? Oui. Alors, trouver du temps, non, je le créais. J'ai grandi avec un père qui, quand tu t'engages avec lui dans quelque chose, surtout dans la musique, en fait, tu bosses à fond, quoi. S'il faut pas dormir à 3 heures, on est debout, on chante. Et donc, du coup, pour moi, c'était quelque chose... En fait, je ressentais pas la charge du travail parce que c'était une passion, ce que je faisais. Ouais, donc du coup, c'était plutôt normal pour moi de voir ça comme ça. Là, tu as parlé tout à l'heure de quoi? De basket et de... Ouais, de basket. J'ai fait du basket pendant 2 ans dans mon lycée. D'accord. Après, je suis allée dans un club professionnel pour me former. Et d'ailleurs, même, normalement, je risquais de partir en Allemagne que d'être ici. Et après, il a fallu que mes parents vivent une situation financière très inconfortable pour qu'on puisse se dire « Ah, le plan va changer. On va plus faire les choses comme on pensait le faire. Vous devez partir étudier ailleurs pour que nous, on puisse s'occuper de nous beaucoup plus facilement, quoi. » Il y a un truc quand même qui m'intéresse, c'est que ces passions-là, en fait, est-ce que c'est des choses que tu as découvertes toute seule ou bien il y a eu un certain héritage aussi au niveau de ta famille? Basket, non, pas du tout, derrière personne. Musique, oui. Musique, c'est vraiment familial. Alors, mon père est musicien et lui, sa spécificité, c'est dans la musique chorale. Et donc, à la maison, nous tous, on a l'ADN de la musique. Mais voilà, je pense qu'un des profils le plus remarquables parmi les enfants que nous sommes de notre papa et maman aussi, c'est moi en fait qui suis beaucoup plus mon père en termes de musique. C'est moi qui a plus cet ADN-là comme lui et qui tient plus à cœur, quoi. Mais voilà, j'ai grandi en étant baignée dans la musique, dans les concerts avec mon père. Entre concerts, on va dire presque chaque trimestre, on avait un concert. Ça, c'est avec la chorale, c'est ça? Avec la chorale de mon père. D'accord, ok. Il y avait des concerts, que ce soit au Congo, que ce soit dans d'autres pays d'Afrique, que ce soit en France, en Allemagne, ailleurs. Ah, ok, tu faisais des tournées déjà à cette période. Il faisait déjà des tournées mondiales. Moi, je faisais pas des tournées à cet âge-là. Quand j'étais petite, c'était mes parents qui le faisaient. Parce qu'il faut quand même avoir un certain âge pour... Avant de pouvoir voyager et tout. Voilà. Mais par contre, j'ai eu à en faire 2 avec mon père. D'accord. J'ai eu à en faire 2. Et puis, donc voilà, quoi. La musique, c'était quelque chose de la maison. Ton père, c'est un star. Donc... Comment? Non, je dis après ça se trouve ton père c'est une star connue et que nous on sait pas. Bon, c'est pas une star. Ok, d'accord. Bon, après je sais pas les gens qui le connaissent, mais je sais que c'est quand même quelqu'un dans le milieu congolais, c'est ça? Voilà, c'est quelqu'un de très connu dans la musique au Congo, dans le milieu choral. D'accord. Voilà, et aussi ici en France, dans le milieu choral, il y a une bonne partie de la musique chorale qui reconnaît son nom, quoi. Donc du coup, comme tu as demandé comment je faisais pour faire, moi l'école ça m'ennuyait, mais j'y allais parce qu'il fallait y aller. Il fallait y aller, ouais. Et heureusement pour moi quand même, en début de lycée, j'ai choisi une branche qui m'intéressait. C'était en fait au Congo c'est le commercial.
c'est la commerciale. Et ici, je pense, c'est STMG. D'accord, ouais, je vois. Alors, j'ai bien vu qu'ici, en France, STMG, c'est plus pour les gens, apparemment, qui ça va pas trop. Et après, on y va. On peut pas les caser en... Voilà, alors qu'au Congo, c'est un choix. Ok, ouais. Au Congo, c'est pas parce que, en fait, j'ai pas de bonnes notes qu'il faut aller là-bas. Et je me souviens quand même qu'en prenant cette filière-là, ça c'est juste pour le dire comme ça, il y avait ma soeur qui me disait « Mais t'es trop intelligente et tu pars dans une filière des gens qui... » Ouais, je... Et là, c'était à l'époque au Congo quand même. Et c'est quand je suis arrivée en France, c'est devenu beaucoup plus fort quand même. Je vois les gens être... Ah mais STMG, c'est comme ci, c'est comme ça. Et moi, c'est là que le questionnement s'est posé encore plus, quoi, et de me dire... Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait gober aux gens? Qu'est-ce qu'on leur dit pour qu'ils puissent se dire je vais en pro parce que je suis pas assez douée, je vais en STMG parce qu'en fait, j'arrive pas à avoir telle note en maths ou en cours de sciences ou quoi qu'est-ce. Je me dis donc, en fait, il n'y a pas de choix. En réalité, c'est les conséquences d'un je ne peux pas. En fait, je crois que je sais plus avec qui j'avais cette conversation-là. Je disais en fait que beaucoup vont vers des lettres parce qu'ils peuvent pas faire les sciences. C'est pas forcément parce qu'il y avait un amour pour les lettres de base. Et ce qui fait qu'au final, en fait, on a des personnes parfois, je vais pas dire médiocres, mais c'est-à-dire qui vont aller faire les lettres sans forcément, en fait, avoir de passion ou même d'envie. Et voilà, c'est toute une autre, on va dire, science aussi, c'est les sciences littéraires. Donc, je trouve, en fait, qu'il faut avoir une passion, pouvoir vraiment le faire vraiment excellemment, quoi. Donc, non, je suis d'accord avec toi. Je trouve, en fait, qu'en tout cas, en termes d'orientation, même au niveau au lycée, beaucoup font des choix par défaut, c'est-à-dire que c'est parce qu'ils peuvent pas. Et surtout en Afrique, je trouve que c'est encore plus prononcé. Cette idéalisation des sciences en particulier, parce que vu qu'il y a des métiers qui sont plus valorisés que d'autres, ingénieur, mon enfant sera médecin, il sera pharmacien. Donc c'est ce qui fait qu'en fait les filières scientifiques sont beaucoup plébiscitées et en général aussi pour les enfants excellent entre guillemets et ce qui fait que en fait quand tu as des notes beaucoup plus basses, peut-être aussi simplement parce que t'es pas dans la bonne filière, on te redirige vers des sciences littéraires, etc., alors qu'en fait ça t'intéresse pas du tout et on se retrouve avec un phénomène où en fait les meilleurs vont dans les filières scientifiques. Exactement. Ceux qui n'ont pas réussi à être bons en maths vont dans les autres filières, peu importe ce que c'est, et après on se retrouve avec un plafond de verre complètement difficile à briser à l'université, parce que les gens se retrouvent dans des filières qu'ils n'avaient pas choisies, qu'ils n'aiment pas. Tu vas en droit, par exemple, tu as énormément de gens, mais en vrai, tu fouilles, c'est pas forcément une passion. Ils veulent pas forcément être là-bas, mais c'est juste qu'ils ont fait une série, ou en tout cas, ils ont pris un parcours où, en fait, finalement, t'as pas trop de possibilités, et il faut aller là-bas. Donc, je te rejoins totalement sur ça. Non, mais c'est vrai, franchement, par rapport à l'Afrique, du coup, au Congo, Kinshasa, alors, particulièrement pour le Congo, quand même, de ce que j'ai remarqué, on va vers la médecine, on va vers des filières qui vont vers l'économie, beaucoup plus par rapport à la situation économique. C'est-à-dire vraiment qu'on se dit, oui, d'accord, je vais être artiste, je vais aller à l'INA, mais attends, qu'est-ce qui va être de mon avenir financier en fait, qu'est-ce qui après, ça, c'est un peu universel. Même en Europe, être artiste, c'est pas forcément le truc qui rapporte le plus. Bon, oui, c'est vrai. Mais il y a quand même déjà un peu... Congo, c'est vraiment... en fait, j'ai envie de dire, déjà, la plupart des jeunes, quand ils doivent choisir une filière, ils pensent directement à il y aura quoi à la fin de mes études. En fait, ils pensent même plus à est-ce que je veux faire ça, est-ce que ça me passionne. C'est pas ça leur priorité, c'est d'abord en fait. Est-ce que je vais gagner de l'argent, Parce qu'ils ont deux types d'images. L'image c'est médecin, je sais que je gagnerai de l'argent, ou un bureau en fait. Et un bureau, faut être dans une filière qui va vers l'économie. Obligé. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de jeunes, quand ils passent à la fac, à l'université, ils vont aller vers la médecine majoritairement et vers l'économie. Parce qu'ils se disent qu'au Congo, en fait, c'est là-bas que j'aurai des opportunités. Si je fais l'inverse, littéraire, des choses comme ça, en fait, où est-ce que je vais, est-ce que j'aurai de la garantie d'avoir une stabilité? Maintenant, par rapport à ce qu'on nous fait gober, je pense qu'au Congo, c'est pas trop si tant que ça vraiment l'école. C'est vrai qu'il y a ce côté où... effectivement, je suis pas très fort en maths, on me ramène là-bas, on me dit va là-bas. Il y a un peu moins ça quand même au Congo, mais c'est plus les jeunes eux-mêmes qui vont choisir d'y aller parce qu'ils vont se définir par leurs résultats. Mais c'est beaucoup plus la charge mentale des parents. Ok. Les parents... La pression des parents. En fait, la plupart des parents congolais projettent sur leurs enfants ce que moi j'ai pas pu faire, je veux que tu le fasses. Je vois. J'ai pas été médecin, tu vas être médecin. Moi j'ai raté ma carte, tu vas faire ma carrière. Et en fait, ils le disent pas comme je le dis comme ça, mais c'est de façon indirecte. Ouais, tu vois, fais la médecine parce qu'en médecine il y a ci, il y a ça. Alors qu'en réalité, ce qu'il essaye de faire, c'est que
il dit à son enfant, moi j'ai échoué. Et comme j'arrive pas à supporter ma frustration d'inaction, je veux te voir le faire. Vivre par procuration. Exactement. Et en fait, il y a un chantage émotionnel. C'est tu fais pas ça, ah mais en fait, t'es pas un enfant tu reconnais pas qui je suis, tu reconnais pas ce que moi j'ai fait, tu vois pas mes efforts, moi tout ce que j'ai fait pour toi, tu peux pas. Il y a aussi beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Bon, on va clôturer ce sujet parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même un peu plus ton parcours à toi. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de dimensions, au-delà du fait que l'Afrique, il faut quand même se le dire, c'est un continent qui est encore en développement. Donc forcément, il y a des métiers qui sont plus plébiscités aussi d'un point de vue économique parce que voilà, il y a beaucoup moins de possibilités. Et au-delà de ça, il y a aussi la place des enfants dans la famille. Parce que, comme tu l'as bien dit, ton frère, ta sœur, ils se sont dirigés d'abord vers des vocations plutôt médicinales. Mais il faut savoir qu'il y a aussi il y a une pression de l'aîné. Parce que l'aîné, lui, c'est celui qui va prendre toute la volonté du parent de refaire l'histoire en premier. À la limite, ses frères et sœurs auront peut-être un peu plus la latitude de faire des choses différentes. Mais en tout cas, il y a une pression de l'aîné au-delà de la pression sociale globale qu'il faut aussi prendre en compte. Ça aussi, je l'ai senti pour mes aînés, quoi. C'est exactement ça. Après aussi, parfois, je crois qu'il y a certains parents qui ont certes réussi leur vie, mais ils veulent se dupliquer. C'est pas parce qu'ils ont forcément échoué. Exactement. Ils veulent dupliquer. Aussi, ouais. Et après, je ne sais pas si forcément c'est de la pression qu'ils mettent, mais parfois aussi, j'ai l'impression que les aînés vont choisir un métier que les parents ont fait, juste par mimétisme. Peut-être que c'est pas forcément les parents qui ont peut-être mis la pression, mais c'est juste parce que j'ai vu mon père réussir dans ça, je veux faire pareil aussi. Faire pareil. Oui. Sentiment d'appartenance. Ouais, c'est ça, il y a ça. Oui. Ouais, mais après, je trouve que ça, c'est pas forcément malsain. Oui, c'est pas malsain, ouais. Au final, ça reste quand même un choix. Ça peut être un choix qui est dicté par du mimétisme, mais ça reste un choix dont on peut se rendre compte. Mais il y a quand même aussi une vraie dimension de parents qui plébiscitent de façon claire, verbalisée ou non, qu'ils ont envie que tu ailles vers quelque chose en particulier. Et la médecine en particulier. Mais je sais pas pourquoi, mais en Afrique, la médecine revient beaucoup. Oui, ça Tous revient les pays, les médecins. Énormément. En fait, je ne sais pas c'est dû à quoi, mais je crois qu'il y a un certain quand même prestige, même si je trouve quand même qu'on n'a pas su bien développer le domaine sanitaire dans nos pays. Mais c'est une profession noble. C'est ça, voilà. En fait, les gens considèrent que c'est une profession noble, ce qui est le cas d'ailleurs. Et en plus, d'un point de vue économique, avoir des médecins, c'est quand même un besoin vital. Ouais. Donc, je pense que l'un dans l'autre. Par rapport à ce que tu as dit, Anaïs, quand tu disais que le mimétisme, c'est pas forcément malsain, j'ai juste envie de dire un truc par rapport à ça, c'est que ça peut ne pas l'être si, avant de mimer, justement ce qu'on a vu comme repère, on ressent au fond de nous ce que c'est. Oui, on prend, oui, bien sûr. Parce qu'il y en a qui vont, je dis juste parce qu'il y en a qui vont écouter ce qu'on est en train de dire, ils vont se dire, ah bah donc du coup je suis sur le bon chemin parce que je fais ce que mon père a fait. Non, alors, il faut... Disclaimer. Il faut s'assurer d'être vraiment dans l'authenticité de soi et de se dire, ah bah en fait ça a une signification pour moi de suivre ce que mon père a fait, parce que je sens que c'est aussi mon appel à moi, tout simplement, et c'est top. De toute façon, en réalité, on reproduit ce qu'on a vécu dans notre entourage d'atterrissage. Après aussi, je trouve aussi que parfois, on cherche trop aussi la validation. C'est-à-dire que c'est pas forcément les parents, mais ça peut être juste ton environnement. T'as peur de faire un métier parce que tu te dis que ton environnement proche ne le valide pas forcément. Ou peut-être parfois, tu vois, il y a certains métiers, j'ai pas forcément d'exemple en tête, mais qui sont vus un peu comme... c'est pas les voies élitistes. Peu sécurisant. Voilà. Donc, ce qui fait que finalement... Exactement. Donc, finalement, tu vas choisir un métier, mais ce n'est même pas pour toi, mais c'est plus pour le regard des autres. En fait, tu veux juste être validé, en fait, le sentiment d'appartenance encore en groupe, en environnement, qui fait que finalement, tu vas vers là, mais peut-être que c'est même pas ta voie, en fait. Et je trouve, en fait, c'est très profond. Il y a tellement de facteurs différents qui peuvent expliquer les choix. Mais justement, moi, la question que je me pose, c'est, tu nous as raconté l'histoire un peu de ta famille, comment tu as grandi, et du fait que tu as baigné dans la musique assez tôt. Pourquoi ne pas avoir choisi une carrière artistique de musicienne dans le même... Alors, on est d'accord qu'on n'est pas forcément dans le mimétisme, mais en tout cas, tu avais des prédispositions à aller vers ce chemin-là. Juste un petit commentaire avant, j'ai l'impression que beaucoup d'artistes ont des parents aussi parfois, soit artistes ou qui ont bien de la musique, je sais pas pourquoi. Mais ils arrivent quand même à transmettre cette passion, quand même. Il y a toujours la guitare. Oui, c'est vrai. Alors, la musique n'est pas quelque chose que j'oublie de moi. D'ailleurs, même je dis que c'est le métier
qui me définit parfaitement. D'accord. En fait, le coaching, c'est mon plan vers la musique, tout simplement. Ok. Parce que quand j'ai annoncé à mes parents que je ne voulais pas continuer de façon linéaire comme tout le monde, de façon classique comme tout le monde, je leur parlais de la musique, je leur parlais pas du coaching. D'accord. Je leur disais, moi, je veux faire de la musique et je ne me sens pas de continuer à faire des études en GEA parce que faut que j'ai un master. Et puis, j'ai expliqué en tout cas à mes parents, ils me disaient, mais comment tu vas faire? C'est compliqué, la musique, etc. Je dis, j'ai ma petite idée. Je sais que déjà, j'ai quand même un attrait à la psychanalyse. D'accord. Et donc, du coup, je leur ai dit, je sens que ça m'appelle aussi de commencer à être au service des autres. De leur comprendre, de me comprendre moi, de vivre idéalement avant de chanter. Pourquoi ? Parce que ma phrase phare de la musique, c'est « La musique est un mantra. Alors, devenez la sentinelle des émotions et de ce qu'elles dictent de votre vie. » Parce qu'on écoute des musiques, c'est peu importe. Hein. On écoute n'importe quelle musique, alors ce qu'on réalise pas souvent, c'est que tout ce qu'on écoute devient notre vie. Ok. Et surtout quand c'est quand on le met dans une mélodie musicale. Ça devient notre vie. Et pourquoi je dis ça ? Parce que moi, j'ai été bercée dans la musique avec mon père. Et je pense vraiment que les paroles que j'entendais de ces musiques-là... sont devenues ta vie après. C'est devenu ma vie, en fait. Okay. Tout simplement. Il y a une musique qui dit, que mon père a composée, qui dit Le monde est monde parce que tout le monde est là, tout le monde est là. En fait, je me souviens, il y a toutes les paroles de la musique. Il y a une autre musique qui dit Même si le chemin est rocailleux, et même si tout n'est pas en rose, et quand bien même il y aurait des ronces, va jusqu'au bout, ne t'arrête pas. On peut dire qu'elle a une très belle voix. Hein. Non, on va acheter l'album. Hein. Et en fait, toutes ces musiques-là, j'étais petite, j'avais 3, 4, 5 pendant que je baignais avec. En fait, c'est devenu ma vie. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand je regarde ma capacité à être dans la constance d'une action alors que je me mets clairement dans une situation qui est inconfortable, et en fait, c'est la chanson Même si le chemin est rocailleux. Ouais. Quand je regarde le fait que je suis prête à accepter le monde dans sa diversité, quand je regarde le fait que, oui, je sais que je viens d'un peuple qui a été colonisé, mais je ne me sens pas dans l'animosité de l'autre peuple, du peuple colonisateur. Au contraire, je me dis même en fait qu'il faut se réunir avec eux, pas forcément pour reconstruire l'Afrique, mais juste les considérer autant, en fait, ne pas faire l'inverse. En fait, c'est le monde est monde parce que tout le monde est là. Et en fait, moi, de ça, je me suis dit, je me rappelle à 16 ans, quand je voulais composer mon premier chant, je me suis dit, en fait, Sandy, tu ne peux pas faire comme n'importe quel artiste. Tu ne dois pas juste être celle qui chante, tu dois être celle qui parle à des cœurs. Et quand tu chantes, tu ne dois pas, en fait, créer des émotions pour que les gens puissent se sentir bien dans leur tristesse ou quoi. Mais c'est qu'à la fin de chaque chant que tu vas sortir de ta bouche, qu'une personne, à la fin, quand elle t'a écouté, qu'elle se dise, écoute, j'ai envie de vivre idéalement ma vie. Par exemple, j'ai envie de me réconcilier avec mon conjoint parce que en réalité, c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est juste tellement égocentrique que je ne réalise pas ce qui se passe. En fait, c'est juste, ça pousse les gens à une remise en question, pas pour faire la morale, au contraire, pour se reconnecter à son authenticité. Et c'est le coaching qui est vraiment le chemin, parce que je me suis dit, mais comment je fais ça ? Comment je fais pour arriver au niveau où demain, je vais être une artiste qui va produire une musique qui parle à des cœurs, qui éveille les gens et qui les pousse à vivre idéalement. Et en fait, il faut s'intéresser à la psychologie, neurosciences, psychanalyse, psychogénéalogie, toutes ces choses-là, pour comprendre qu'est-ce que je dis de ma bouche. Donc la musique, c'est dans mon cœur. C'est vraiment ma définition parfaite. D'accord. Du coup, tout ce que tu viens de citer là, tu apprends ça comment ? C'est un don ou tu dédies vraiment du temps ? Oui, voilà, tu dédies vraiment du temps pour ça. Les neurosciences aussi, par exemple, ouais. Alors oui, je dédie du temps pour ça, obligatoirement. Ok. Tous les jours, j'écris. Mais je veux dire, depuis quel âge, par exemple ? Depuis... alors, m'intéresser depuis quand même mes 9 ans. Mais sans savoir ce que je faisais. D'accord. Sans savoir ce que je faisais, je pense quand même que j'en ai beaucoup rencontré des professionnels qui m'ont souvent dit, tu fais des choses sans savoir ce que tu fais, mais tu fais un truc que quelqu'un d'autre a appris pendant 10 ans, et toi, tu le fais sans que tu réalises. Donc, c'était souvent ça ce qui m'arrivait. Maintenant, vraiment apprendre, vraiment parler comme ça avec un vocabulaire qui est adapté, parler avec clarté, savoir ce que je dis maintenant, ce qui est un peu beaucoup plus complexe, ça, j'apprends vraiment auprès des personnes qui m'inspirent un professionnalisme transformationnel. Ok. Tout simplement. Et c'est qui ces personnes-là ? Il y a Tony Robbins, le coach Tony Robbins. Pour moi, c'est le numéro 1 au monde en termes de coaching.
Ici dans la francophonie, c'est Max Piccinini. Je trouve qu'il est vraiment top aussi en coaching. Quand on l'écoute parler, on a envie de se transformer. Ok. Et on a en fait un plan clair pour le faire aussi. Tout simplement, même pas besoin d'aller déjà vers son coaching pour réaliser que ce qu'il est en train de dire, tu l'appliques, ta vie change. Parce que je l'ai fait moi de mon côté. J'ai mangé ses vidéos YouTube et en fait, rien qu'avec ça, je me suis beaucoup plus réalisée dans plein de choses, etc. Tony Robbins, c'est pareil. Et comment dire, quand j'ai ressenti au fond de moi à mes 9 ans que j'avais ce côté où j'observais autour de moi, alors c'est pas venu comme ça, c'est venu parce que j'avais une tristesse à l'intérieur. J'ai vécu un événement très traumatisant sur moi, sur mon physique. Et cet événement-là a fait que je commence à me poser des questions. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi, paf, la vie me balance un tel événement, en fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que j'en arrive à ça? Et quand j'ai commencé à me poser des questions, à savoir d'où ça venait, toutes ces choses, comment est-ce qu'on peut faire du mal physiquement à une personne et en fait, ne pas se poser des questions, ne pas se remettre en question, ne pas réaliser ce qu'on a fait, c'est là que j'ai commencé à comprendre, en fait, que tous les comportements qu'un enfant va avoir ou qu'un adulte va avoir, par exemple un enfant, il aura les comportements transmis de ses parents. Oui. Dans l'ADN, on a des comportements qui sont transmis. Ça vient les caractères, les gènes. Exactement. Et souvent, il y a une sorte de mentalité défavorable que la matrice, elle promouvoit, qui est que, en fait, quand tu nais avec ton caractère, avec ta personnalité, alors que c'est complètement faux. En réalité, la personnalité qu'on va manifester quand on va naître vient de toute la somme de papa et maman. Ça peut être papa et maman de ceux qui ne veulent pas changer en eux. Et ben en fait, ça se transmet de manière dans l'ADN. Okay. Ça vient de papa et maman, de ceux qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient en train de me concevoir, de ceux qu'ils ont fait pendant que je suis dans les ventres de maman. En fait, tout ça, ça joue sur le comportement que l'enfant aura quand il va atterrir sur Terre. Et en fait, je me suis dit, donc ça veut dire que ces personnes-là ont aussi eu l'ADN quelque part de quelqu'un qui a transmis ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça en arrive à ça et pour que ça puisse être ma souffrance à moi, tout simplement. Quand j'ai commencé à me poser ces questions vraiment de manière détaillée, j'ai juste réalisé qu'il me fallait urgemment comprendre comment l'humain fonctionne. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais pas les mots, j'avais pas les mêmes mots, quoi. Et après, j'y pensais, j'étais très pensive, mais voilà, je laissais. Et il y a un truc que je faisais qui me montrait que c'était un peu comme le désir de permettre à tout le monde de vivre idéalement, de se sentir épanoui. C'est que j'aimais faire rire les gens. J'aimais faire rire les gens, pas en tant que comédienne, mais donner un sourire à quelqu'un, taquiner un petit peu. Et je le faisais souvent avec ma mère, quand elle revenait chaque soir à la maison, après le travail. J'étais là pour être avec elle, pour cuisiner si elle a besoin d'aide, etc. Et je parlais avec elle. Parce que je ne voulais pas que sa journée finisse en étant triste ou en étant fâchée. Et ça, même si elle était violente avec moi, tout simplement. Même si elle était violente, parce que j'en ai eu des réactions violentes. Et j'analysais, je me demandais pourquoi. Pourquoi cette personne, elle est intolérante à l'erreur, par exemple. Je me rappelle un jour, ma mère, pendant que je faisais pour elle du foufou, j'avais mal fait un truc, je ne sais pas c'était quoi. Elle a pris la casserole du foufou. C'est une petite casserole comme ça. Elle l'a pris et me l'a balancée. Est-ce qu'elle a la casserole chaude et tout? Oui. Et donc, ça voudrait dire que si ça m'avait pris, et ben en fait, c'est sûr que mon corps aurait une marque de brûlure. En fait, j'ai esquivé, c'est tombé ailleurs. C'était une colère tellement intense, mais en quelques secondes, quoi. Et je me suis dit, mais je sais pertinemment que c'est pas à moi que s'adresse la colère qu'elle a. Mais pourquoi autant de frustration? Et donc, je me pose plein de questions. Après, je mets de côté, je calcule pas. Et à 14 ans, ça me revient encore. Tu dois être au service des gens. Donc, du coup, après, à 14 ans, quand j'entends ça, je me dis, mais faut que ça arrête, là. Cette voix qui me parle tout le temps dans mon cœur de manière... En fait, c'est comme si c'est moi qui parlais à moi, mais c'est une moi que j'ai pas anticipé, quoi. Et donc, je me dis, non, mais il faut que ça se taise. Je me rappelle, j'en ai parlé à mon amie. Elle m'a dit, mais Sandy, t'as intérêt à devenir ce que cette voix t'a dit. Je lui ai dit, mais arrête, je t'ai pas raconté ça pour que tu puisses me dire que je vais le devenir, etc. Et c'était comme une pression pour moi dans mon cœur. Et j'avais vraiment l'impression que plus je refoulais mon désir d'être au service des autres pour comprendre leur comportement, pour les aider à s'épanouir, plus c'est moi qui m'épanouissais pas. Plus c'était moi, en fait. Plus c'est moi qui avais l'impression que j'étais pas quelqu'un qui respectait ce qui j'étais au fond de moi. Et pourquoi j'arrivais pas à l'accepter, parce que j'ai l'accepté 4 ans plus tard, à 18 ans. Pourquoi j'arrivais pas à l'accepter? Simplement parce que j'avais peur
de ce qu'on dirait autour de moi. Mais en fait, t'es qui, toi, pour que tu puisses vouloir aider les gens, quoi? T'es qui? T'as quel âge pour que tu fasses ça? Quelle légitimité? Voilà, en fait, t'as fait quoi dans ta vie pour que tu fasses ça, etc. J'avais peur. Et là, je connaissais même pas les trucs sur les réseaux où on dit ouais, mais en fait, les coachs, c'est des gourous, quoi, j'en connaissais rien du tout. Moi, c'était juste autour de ma famille, dans mon petit cocon. Je me disais, ils vont dire que je me prends pour qui? Si je pars comme ça. C'est ce que je me suis posé comme question. Et quand j'ai compris que c'était vraiment en lien avec la musique, je me disais, en fait, tu peux plus rester comme ça. Il serait temps que tu te lances, il serait temps que tu fasses un truc. Et après, à 18 à 19 ans, je me suis plongée dans une auto-formation. Je mangeais des articles, je mangeais des masterclass, je mangeais tout ce qu'on pouvait écrire sur les biographies qui réussissaient de manière atypique, totalement contraire au système. Okay. Je regardais et en fait, j'écrivais tous les jours dessus, quoi. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, en fait, il faut vraiment que je puisse aider. J'ai commencé à faire des tests. J'ai fait 1 an de tests, voir comment ça se passe. D'ailleurs, même, j'ai envie de dire, je me considère toujours en test. Je pense toute ma vie, d'ailleurs. Quand tu dis test, c'est-à-dire que tu accompagnes des gens? Ouais. Ok. C'est-à-dire, en fait, par exemple, quand quelqu'un va venir vers moi, je ne me vois pas comme « je connais comment t'accompagner ». Non, je me vois comme un outil de réflexion qui peut se réajuster à la personne. Et là, je ne parle pas d'une astuce marketing de « je vais personnaliser ». Non, je parle plutôt du fait vraiment de comprendre qu'en face de moi, il y a un profil différent. En fait, le monde est monde parce que tout le monde est là. Donc, en face de moi, il y a un profil différent. Et il ne faudrait pas que je fasse l'erreur de prendre un Jonathan comme un Joseph qui était venu il y a 2 mois. Pourtant, je vais prendre des choses que Joseph, des techniques que je partage avec Joseph, à Jonathan, j'en donnerai, mais je dois m'assurer qu'à la fin du parcours de Jonathan avec moi, j'ai sorti une unicité de lui, en fait, dans le truc. Ok. Donc, c'est comme ça. Donc, la clarté de soi, en gros, c'est aussi simplement de comprendre un peu plus son existence, le pourquoi est-ce qu'on pose certaines compréhensions de son existence, le pourquoi on fait telle ou telle action. Et une fois qu'on l'a trouvé, il y a le passage à l'action. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre le problème ou la situation, quoi. Donc, on identifie sa raison d'existence Okay. Et le pourquoi de son action et on passe à l'action. Aussi simple que ça. D'accord. Et sans rentrer dans les détails de ce que tu fais en coaching, parce que je suppose que c'est aussi privé, comment est-ce que tu structures la manière dont tu interagis avec les personnes qui viennent te voir en coaching? Parce que tu dis que tu es coach en clarté de soi, mais je pense que pour les personnes qui regardent, ce serait bien d'avoir aussi des mots un peu plus clairs, du coup, sur ce que ça représente et pourquoi tu as décidé de te lancer dans ça en particulier. Dans la clarté de soi, ok. Comme l'a dit Ralph Emerson, le monde ouvre des portes à celui qui sait où il va. Quand on connaît qui on est, on connaît ce qu'on vaut, on sait exactement où est-ce qu'on doit se retrouver, pas en termes d'endroit, mais en termes d'alignement, en fait, on ne court plus derrière les opportunités. Les portes s'ouvrent parce qu'on se présente, parce qu'on nous attend. Et en fait, la clarté de soi, c'est vraiment le socle de tout. Quand on prend la peine, et ça, c'est un truc... Mais j'ai pas envie de te couper. Dis-moi. Mais tu la coupes. C'est toujours comme ça. Quand on commence comme ça, on coupe toujours. Non, c'est parce que tu vois, quand on sait ce qu'on vaut, quand on sait qui on est, on sait où aller. Ok. Mais le problème que moi je vois souvent, c'est que beaucoup ne savent pas qui ils sont, ce qu'ils valent et où aller. Donc, au final, en fait, même avant de commencer à dire que, ok, voilà la direction où je veux aller parce que je connais mon identité, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour connaître son identité? Est-ce que ça, tu abordes ça aussi un peu? Oui, bien sûr que je l'aborde. C'est le sujet principal de mon coaching. Le sujet principal, c'est soi, l'authenticité, en fait, qui est au fond de nous. Alors, ça va être paradoxal ce que je vais dire, mais en réalité, on sait qui on est. Ok, tu penses? Tout le monde sait? C'est juste qu'on l'assume pas? C'est juste qu'on l'assume pas, qu'on n'ose pas le regarder. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On est dans le déni. Pas vraiment. On a peur de ressentir ce pouvoir d'être nous. On a peur d'exister pleinement parce qu'on a atterri dans des environnements qui nous ont dit déjà qui on était. Donc du coup, aller vers qui on est, qu'on connaît déjà au fond de nous... Ça sera en contradiction avec ce qu'on a déjà. C'est comme si on est en train de se dire « Attends, donc ça veut dire que tout ce que j'ai pris la peine là de penser que j'étais pendant des années, donc c'est pas moi finalement, et que du jour au lendemain, je vais devenir celui-là, trop bizarre. » Parce qu'en fait, on prend les habitudes comme étant une identité. Ok.
et on évite d'aller vers qui on est vraiment parce que les gens qui ont construit qui on est par nos habitudes vont nous rappeler qu'on est en train de tout mettre à la poubelle de ce qu'ils ont fait. Et donc et surtout aussi, parfois, parce qu'on peut naître dans une famille ou atterrir dans un environnement qui est sain envers nous, mais parfois ça va être la société, ça va être l'extérieur. On a peur qu'à l'extérieur, on soit différent parce que tout le monde n'est pas comme ça. J'ai un exemple. J'ai vu une vidéo, c'est dans un film, j'ai juste oublié le titre du film, et il y a une prof qui a dit, elle était dans son cours avec les étudiants, et elle a dit aux étudiants, écoutez, ce carnet, il est bien vert, n'est-ce pas? Ils ont tous dit, oui, c'est vert. Elle a dit, je vais vous montrer comment est-ce que, quand on voit la masse, on n'arrive plus à assumer ce qui est vraiment vrai en face de nous. Et elle leur a dit, là, comme d'habitude, il y a toujours un étudiant qui est en retard, comme ça. Ben, ce que vous allez faire, c'est quoi? Quand il va entrer, je vais vous poser la question de me dire, est-ce que le carnet, il est bien vert? Et vous allez dire que c'est rouge. Vous tous allez dire que c'est rouge. Et vous verrez que l'étudiant va bien voir que le carnet est vert, mais parce que tout le monde a dit que c'est rouge, il va dire rouge, avec hésitation. Pourquoi il y a de l'hésitation? Parce qu'en réalité, il sait que c'est vert. Mais comme il ne veut pas être le seul, donc il ne veut pas assumer la différence, il ne veut pas on revient toujours à la validation quand même un peu. Voilà. Il ne veut pas assumer en fait que c'est peut-être lui qui a raison. Pas forcément, parce que c'est pas forcément qu'il le cherche, mais c'est le cas en fait, c'est une réalité. Comme il veut pas l'assumer, alors il se dit je vais faire comme tout le monde, même si je sais que c'est faux. Donc il va nier ce qui est pour se créer une réalité par rapport à ce qu'il a entendu autour, puisque la masse le conduit. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Quand il est entré, l'étudiant, elle a posé la question à 10 élèves, ils ont dit que c'était rouge. Et là, elle a demandé, et vous monsieur, ce carnet, il est de quelle couleur? Il a regardé le carnet. Déjà, quand on posait les questions aux autres, ils se demandaient, mais en fait, comment ils se disent que c'est rouge alors que c'est bel et bien vert? Quand on lui a posé la question... Et ils peuvent pas tous être daltoniens. Hein. Donc, bon. Quand on lui a posé la question, il a regardé le carnet, il a fixé un peu tout le monde, et il a fait rouge. Rouge, sûrement. Et bien, c'est pareil, en fait. En réalité, on sait qui on est. Pourquoi on sait? Parce que quand on s'écoute, quand on prend la peine de se connecter à soi, on découvre qu'on le savait déjà. On découvre qu'on a déjà en fait cette vision au fond de nous, qu'on a déjà en fait ce côté de nous qui remarque des choses qui sont particulières à notre propre vie. On le découvre. Et donc ça veut dire que c'est là depuis longtemps. C'est là depuis longtemps. Et maintenant, on ne veut pas le prendre parce qu'on ne nous a pas habitués comme ça, tout simplement. On ne veut pas être la différence, on ne veut pas assumer le poids de la différence. Parce que quand on est différent, on nous pose des questions. Et comment tu vas dire que c'est... pourquoi tu dis que c'est vert? Parce que tout le monde dit que c'est rouge. Et là, il faudra avancer des arguments, dire pourquoi je pense que c'est comme ça, et être prêt à assumer ça, à voir que tout le monde se trompe sur la couleur, et moi, je me trompe pas. Et je dois vraiment garder la position que je me trompe pas. Wow. Après, là, c'est dans le cas où... Parce que, justement, il y a toujours les exemples où, effectivement, on a raison, mais des fois, on n'a pas raison. Sur sa propre vie? Là, c'est parce que tu fais une métaphore sur la vie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir un avis différent des autres. D'ailleurs, c'est pas forcément une question d'avoir raison ou pas. Là, on parle de cahier, donc il y a quand même un état de fait. Mais c'est souvent sur des thématiques qui sont envisagées différemment selon la personnalité qu'on a, selon moi. Donc, on peut décider de prendre une position... un exemple très banal dont on a parlé tout à l'heure, c'est le travail qu'on a envie de faire. Évidemment, le travail qu'on choisit dépend de nous. Enfin, c'est la vie qu'on a envie de se construire, c'est ce qu'on a envie de faire dans la vie. Ça peut être un appel ou pas, mais en tout cas, le but, c'est quand même que ce soit un minimum un choix. Le fait de vouloir devenir cuisinier ou le fait de vouloir devenir médecin, il y en a un des deux qui est socialement plus ou moins mieux accepté. Mais, encore une fois, ça dépendra toujours des points de vue, de l'endroit où on a grandi, de là où on est à l'heure actuelle, et même aussi de la réalité de la vie. Parce que quelqu'un qui ait grandi dans une famille très pauvre, au fin fond de je sais pas quelle ville dans le monde, et qui ait envie de devenir médecin, pas forcément par appel, mais parce que c'est la réalité de sa vie, quand il va regarder peut-être des vidéos de coaching qui vont lui dire il faut se reconnecter à soi-même, il faut essayer de construire quelque chose qui nous convient à nous, peut-être que son rêve c'est de devenir cuisinier. Sauf que dans l'état actuel des choses, ça va être un peu compliqué. En gros, il a pris plutôt un fardeau. Voilà. Ouais, au-delà de lui-même, il y a aussi une réalité de la vie
il y a aussi une réalité des responsabilités potentiellement qu'il peut avoir, etc. Et on remarque qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui choisissent un métier et qui se redirigent vers totalement autre chose. Des fois, plusieurs fois d'ailleurs. Mais est-ce que c'est pas plutôt le fait de se remettre en question qui est important et pas forcément le point de départ au début? C'est la question que je pose de façon générale. Au point de départ, si au départ on doit commencer par se remettre en question, c'est ça? Oui, parce que ce dont on parle, c'est d'assumer qui on est et d'assumer en fait la vie qu'on a vis-à-vis des autres. Là, j'ai pris un exemple qui, encore une fois, n'est pas flagrant. C'est pas comme le fait de choisir un cahier et de choisir la couleur d'un cahier. Là, c'est vraiment de la vie de quelqu'un dont on parle. Le fait de choisir un métier qui est quand même quelque chose de relativement central dans cette société, c'est quand même un peu le cœur de tout ce qu'on fait finalement au quotidien. Ça dépendra toujours beaucoup aussi des circonstances. Et c'est pas forcément nier qui on est que de choisir quelque chose qui nous convient pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est la question que je pose à la... Moi, je pense aussi que ça dépend peut-être du stade de la vie où tu es. Peut-être que une personne qui est peut-être, je sais pas, au collège, je sais pas, n'a pas forcément besoin de remise en question parce qu'il n'a pas encore assez de recul sur sa vie ou de vécu. Donc, on va être beaucoup plus de trouver plutôt son identité. Mais au fur et à mesure, peut-être que tu évolues dans la vie, peut-être que tu vas faire des choix, peut-être que l'expérience de la vie va faire que tu vas te dire à un moment donné, est-ce que, je sais pas, la voie que j'ai choisie, elle correspond en fait vraiment à cette identité que je me suis définie un peu plus tôt dans ma vie, ou est-ce que, voilà, il faut se remettre en question pour savoir si est-ce que je vais vers autre chose ou pas. Je pense, je sais pas, moi je pense que ça dépend des stades de la vie en fait, ou à la période de la vie où on se trouve. Si on est plus dans une phase de remise en question ou plus d'une phase de trouver soi, quoi. Bah, alors, en écoutant ce que vous me dites, qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire, la vie, dans la vie dans laquelle nous sommes, il y a un truc il y a un super pouvoir que l'on possède tous, c'est le choix. Parce on vient de parler du fait qu'on n'arrive pas à assumer qui on est. On sait en réalité qui on est, mais on n'ose pas se connecter et le regard dans le miroir. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est même une des raisons pour lesquelles moi j'ai choisi un chemin différent. En fait, donner à la vie le pouvoir de nous dire quand est-ce qu'on se remet en question, donner à la vie le pouvoir de nous dicter à quel âge on commence à développer l'art de se remettre en question, c'est comme dire à la vie de nous dire qui on sera. C'est comme dire, en fait, finalement, à l'extérieur de nous dire à quel moment je fais ci, à quel moment je deviens ci, à quel moment je peux faire ci ou ça. Parce qu'en réalité, par exemple, un enfant, quand il a entre 0 et 6 ans, il est comment? Il est une éponge. Donc ça veut dire, à lui, tu peux lui apprendre plusieurs langues, à lui, tu peux lui montrer comment on vit, de façon responsable, pas plutôt de manière dictée. Parce que si un enfant, dans son bas âge, n'apprend pas à se remettre en question, il sera simplement l'adulte, il va simplement reproduire en fait une sorte de somme de ce qu'il était en tant qu'enfant. Je vois ce que tu veux dire. En tant qu'adulte. Donc ça veut dire quand il va être adulte, il va se dire « Ah mais c'est comme ça la vie et puis voilà, je fais ». Il va pas se poser la question « Ok, c'est comme ça par rapport à quoi en fait ?» Ah mais la société c'est Sandy, moi j'ai souvent entendu dans mon entourage, c'est « Ah mais Sandy, on n'est pas dans un monde de bisounours en fait. La société c'est comme ça, il faut que tu penses à ci, il faut que tu penses à ça, etc. » Je dis « Ok mais c'est quelle société ? C'est qui la société ? C'est nous. C'est toi, moi, c'est Anaïs, c'est nous tous en fait. On a en réalité le monde que nous sommes et la somme du monde que chacun est. Donc ça veut dire que si chacun prend le contrôle de son monde, le monde que nous sommes sera davantage meilleur. Mais si chacun de nous attend toujours qu'il y ait une certaine validation de ce monde-là, ah bah c'est comme ça, ça se passe comme ça, en fait on se fie à la réalité pour imaginer notre vie. Absolument pas. Il faut définir notre vie malgré la réalité. Okay. Et c'est même, j'ai envie de dire, et c'est même à cause de la réalité qu'on vit qu'il faut absolument choisir la vie idéale qu'on veut. Parce que si, ok d'accord, je suis médecin, je me dis, mais moi regarde, je suis déjà médecin et en réalité, moi je vais être cuisinier. Ok, c'est bien. Du coup, tu dis, mais tu sais, Sandy, j'ai envie de passer à l'action. Je donne un exemple plus concret. C'est comme quelqu'un que j'accompagne actuellement qui est fatigué d'être dans une école de commerce.
Elle veut être dans la mode depuis toujours. Elle a envie de se lancer sur les réseaux sociaux. Elle a envie de faire des trucs, etc. Quand on a eu notre premier appel, elle m'a dit oui, Sandy, vraiment, moi, je veux vraiment une coach qui va m'aider vraiment à passer à l'action, etc., etc. On a juste fait 2 semaines. Et je lui ai dit, maintenant, la première semaine, c'est la semaine de remise en question. La deuxième semaine, on commence ta première action vers la mode. Et qu'est-ce que tu sais que tu dois faire? Elle me regarde. Elle se dit, bon, je sais pas, elle sait pas trop, parce qu'elle m'a raconté un peu une histoire de sa famille. Et dans l'histoire qu'elle raconte, on ressent qu'elle a le syndrome de la bonne élève. Elle veut être vue comme l'enfant qui respecte, qui est poli. Donc du coup, quand je lui dis, tu sais ce que tu dois faire. Moi, je peux pas te le dire, parce que moi, je suis pas une coach de direction de décision. Moi, je suis un outil de réflexion. C'est-à-dire que je réfléchis avec toi, et c'est à toi de c'est toi qui vas bouger, en fait. Mais tu l'aides à passer à l'action, quand même. Je l'aide à passer à l'action grâce à l'outil de réflexion qui l'aide vraiment à réaliser en évidence. En fait, c'est comme un miroir. Mais c'est quoi les outils que tu lui donnes, du coup, dans ce cas, par exemple? J'ai des méthodes et des techniques. Alors, quand je dis que je suis un outil, c'est moi l'outil, en fait. D'accord. Je me définis comme étant l'outil auprès de la personne. D'accord. En fait, c'est comme un miroir. Quand je partage une réflexion par rapport à la personne qui est en face de moi selon son besoin ou sa problématique, c'est évident qu'elle va trouver la bonne réponse, pas parce que je l'ai dit, parce que d'ailleurs, je ne vais même pas le dire, mais parce qu'elle va le ressentir au fond d'elle. Ouais. Et donc, du coup, elle sait... Oui, elle sait ce qu'elle doit faire. En fait, on sait toujours. Hein. Voilà. Mais on a toujours besoin peut-être de quelqu'un pour nous le rappeler. Un petit rappel. Sauf que moi, du coup, en coaching, je ne suis pas la personne qui va te rappeler, en fait. Pourquoi? Parce que j'estime qu'avec ou sans moi, tu es censé vivre ta vie idéale. Ouais. Si maintenant tu m'as choisi, super. Mais je ne suis pas une indispensabilité dans le sens où il faut toujours de la formation pour pouvoir apprendre à devenir qui on est, c'est clair. Mais par contre, il ne faut pas absolument quelqu'un qui va me dire qui je suis pour réaliser que je le suis vraiment. Mais ce que tu viens de dire est très important parce que justement dans l'univers du coaching, qui est un univers auquel je m'intéresse relativement, il y a beaucoup de coachs qui donnent la sensation qu'ils sont indispensables. Ce qui, à mon sens, est quand même un peu étrange parce qu'à la base, l'être humain est quand même conçu pour, entre guillemets, exister par lui-même. Mais justement, comment on arrive à discerner les bons coachs des mauvais coachs? Ok, bon, on passe sur l'autre question. Parce que il faut quand même le dire, c'est comme dans tous les métiers. Il y a toujours des personnes qui n'ont pas forcément les meilleures intentions. Et là, on parle quand même de coaching de vie, coaching de développement personnel, coaching autour d'un être humain. Ça peut définir énormément de choses. Donc, je pense que si tu as des clés pour essayer de détecter ce qui peut être des signaux d'alarme vis-à-vis des coachings, sachant que les coachs, ça reste aussi adaptable en fonction des personnalités qu'on a. Mais je pense que c'est de nécessité publique. Moi, pour compléter, vu que l'histoire de notre étudiante m'intéresse beaucoup, ça peut être bien aussi si tu peux peut-être faire un parallèle avec son histoire et de comment est-ce que toi, en fait... je sais pas si finalement elle a eu une fin où elle est vraiment passée à la mode, mais comment est-ce que tu as pu l'aider aussi vraiment en étant vraiment cet outil de réflexion à ce qu'elle puisse, elle, passer vraiment à l'action? Alors ça fait 2 semaines qu'on se connaît. Ah, ok, c'est que 2 semaines. C'est encore on va ouais, encore s'appeler pour qu'elle puisse parler de ça parce qu'elle voulait clairement abandonner. Elle m'a clairement dit... Abandonner plutôt le rêve pour la mode ou plutôt... Alors déjà... Quand on s'est rencontrés, elle faisait que me parler de la mode. Moi, je sais que c'est la mode. La mode. Tu dis, bah oui, c'est clair, tu te connais, en réalité. Maintenant, tu veux savoir, est-ce que vraiment ce que je pense de moi est ce qui est réellement moi? Et ça, je peux t'aider à savoir ça. Maintenant, quand elle était en face d'un plan clair, de l'évidence, ah oui, donc ça veut dire que si je veux faire la mode, j'arrête l'école de commerce où je fais, parce qu'elle se dit qu'elle s'ennuie là-bas, c'est pas cool, c'est pas truc. Ok, donc ça veut dire que j'arrête ça. Sauf que ça, c'est le conseil que mon père m'a donné pour aller là-bas. Si je l'arrête, ça veut dire que je le déçois. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, elle a commencé encore plus à procrastiner sur les actions à faire avec moi. Et elle me revient comme ça, dans la semaine, elle me dit « Non mais Sandy, excuse-moi pour avoir pas fait le travail comme il fallait. Et en réalité, tu vois, je pense que je vais arrêter le coaching parce que... » Elle m'a dit « C'est pas en lien avec ton efficacité, hein. C'est juste que je me connais et je sais que quand je procrastine comme ça, je vais bâcler le travail. » Donc, et puis elle me dit ensuite, mais en réalité, je sais même pas ce que je veux faire. D'accord, la mode, mais au final, est-ce que vraiment c'est la mode? Donc, en fait, c'est pas qu'elle sait pas ce qu'elle a à faire. Parce que quand elle est venue en parler, personne ne lui a dit quoi que ce soit. C'était clair. En fait, elle a réalisé que c'était tellement évident
et que ça voulait dire à l'inverse que j'allais contredire le chemin que mes parents m'ont dit de prendre. Et ça, elle n'est pas prête à l'assumer, donc du coup, elle se dit, je peux pas. Et quand je peux pas, mais est-ce que je sais vraiment? C'est pas qu'elle sait vraiment, c'est qu'en fait, j'ai envie de dire, dans le lobe préfrontal de son cerveau, qui justement est le lobe qui traite le sens, en fait, la personne, elle sait pas clairement comment dire à ses proches ce que représente la mode pour elle. Il n'y a pas un why qui est clair. Ok. Il n'y a pas une signification qui est claire, un sens qui est clair. Ok. Et comme c'est pas clair encore, parce qu'elle m'a dit, je sais même pas, est-ce que c'est vraiment la mode? C'est pas que tu sais pas, c'est la mode, tu l'as senti, mais tu sais pas pourquoi c'est la mode. Et comme elle ne sait pas pourquoi c'est la mode et qu'elle peut pas l'expliquer, donc du coup elle se dit, ah bah je crois que je vais m'arrêter. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle a accepté un autre appel avec moi pour justement revoir, parce qu'elle a réalisé qu'elle commençait à abandonner alors qu'elle avait promis de pas abandonner, de continuer quand ça va devenir inconfortable. Ok. Exactement. Du coup, comment dire, par rapport à ce que tu as dit, du coup, Anaïs, un des premiers signes qu'un coach est un très bon coach, c'est de comment on est, nous, quand il n'est pas là. Ouais. C'est-à-dire que je suis venue vers un coach avec 3 problématiques. Par exemple, moi, je procrastine. Je viens chez toi, tu me partages ce que tu me partages en termes de tes compétences, tu me donnes tes méthodes, tu me montres comment est-ce que je fais. Et qui je suis quand tu n'es pas là? Est-ce que je suis toujours la même personne qui procrastine quand tu n'es pas là? Est-ce que quand mon cerveau va m'avancer des arguments par rapport à mon ancien système d'habitude, je vais continuer à négocier avec lui et rester dans l'inaction, ou est-ce que je passe à l'action? En fait, mon niveau d'intelligence, ma capacité à agir à ce moment-là, est-ce qu'elle est autant faible que quand tu n'étais pas dans ma vie? Le coach. Voilà, Ok. le coach. Parce que le vrai coaching, en tout cas, selon ce que j'ai pu voir auprès de Tony Robbins, Max Piccinini, ces personnes-là, quand elles t'accompagnent, c'est pas de la motivation, c'est de la transformation. Et la transformation, c'est quelque chose que la personne qui souhaite être accompagnée choisit elle-même d'incarner. Et pour qu'elle puisse l'incarner en pleine conscience, ça vient de la méthode du coach. Maintenant, si le coach rend la personne qui est accompagnée comme une fan, c'est plus le coaching. Ça devient, vous allez même voir dans les témoignages, ça va être Sandy, elle est super spéciale parce que vraiment elle sait écouter. En fait, la personne va juste parler de Sandy. Et pas d'elle-même. Et pas d'elle-même, pas de ce qui se passe dans sa vie, pas de son évolution. Et ça montre le mauvais coaching. Ça montre l'inefficacité d'une méthode, ou aussi quelque part le coach qui n'est pas forcément à sa place aussi dans ce qu'il fait, ou qu'il n'est pas bien aligné. Mais en tout cas, un des premiers signes, c'est la capacité à se responsabiliser et à avoir développé une intelligence indépendante quand on est seul. Si on n'a pas ça, si on n'a pas reçu un système d'implémentation auprès du coach, on sait déjà qu'on n'est pas avec le bon coach. Ok. Moi, c'est pour ça que souvent, dans les événements, on peut avoir un événement business qu'on va mettre de la diaspora, etc. J'y vais pas. Je sais déjà que là-bas, on va me raconter que du storytelling. Je n'aurai aucune transformation pour énormément d'argent, alors qu'ailleurs, je paye le même montant, voire même je paye 3 fois plus ce montant. Et ben en fait, je ressors de là avec des techniques qui me rendent comme quelqu'un d'autre. Quand je dis quelqu'un d'autre, c'est la moi que je suis au fond de moi, que celle que je voulais pas, en fait, que je voyais qui n'était pas efficace, qui ne vivait pas idéalement. Et vraiment, c'est ça, la transformation et la capacité à réfléchir indépendamment du coach. Et là, à ce moment-là, le coach devient juste comme quelqu'un, un outil de vérification ou de réflexion. Non pas en disant, je ne sais pas si je réfléchis bien et j'ai peur de... Non, ça devient, tu sais, j'ai réfléchi comme ça, et je voulais juste te le partager. Ça veut dire qu'on a réussi à aider la personne qu'on accompagne à avoir tellement une sorte de confiance en ses décisions que quand elle vient chez nous, elle vient en se disant, j'ai envie de te le partager parce que je sais qu'avec toi, j'ai eu beaucoup de choses qui sont toujours efficaces. Donc, je te le partage et dis-moi, parle-moi juste comme ça. Pas pour, ah ben, tu sais, j'ai fait tel choix et qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est pas au coach de dire ce qu'il en pense de nos choix. Absolument pas, parce qu'il a une autre vie, on a une autre vie. On est totalement différents, et même dans sa propre vie, il a encore le qu'est-ce que j'en pense pour lui-même. Donc du coup, s'il se retrouve à dire sur ta vie à toi qu'est-ce qu'il en pense, ben en fait, ça veut dire que tu lui dis de te définir. Ouais. C'est pas le bon coaching, ça. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup aussi peut-être qui vont vers les coachs en attendant que eux ils leur disent ce qu'ils doivent faire. Et moi, je les refuse, ce genre de clients. Automatique. Non mais ouais, je voulais juste préciser ça parce que j'ai souvent remarqué ça. Et je crois qu'une fois que tu vas commencer à faire cet exercice de réflexion avec eux,
c'est comme si, en fait, ils trouvent pas que tu sois vraiment, finalement, utile. Parce que c'est un peu comme si c'est eux qui font tout le boulot, en fait, finalement, à ta place. Mais alors que tu leur donnes quand même cette possibilité-là de pouvoir faire cette introspection, de pouvoir réfléchir. Et non, je me dis que parfois, on ne sera pas aussi avec les psychologues, je crois. Parce que beaucoup vont voir le psychologue en attendant plutôt que lui, en fait, il puisse pas nous guérir, mais plutôt nous dire ce qu'il faut. Alors que ça va être plus une conversation où lui va vouloir t'aider à déceler, en fait, ce qui va pas, le pourquoi de tes problèmes. Tu vois? Et ouais, voilà. Il y a quelque chose qui revient un peu dans nos commentaires sur TikTok, surtout que je l'ai remarqué. Ouais. Il y a beaucoup qui sont perdus. Quand je parle de perdus, c'est-à-dire qui ont choisi des voies et ils trouvent que ça avance pas forcément. Donc beaucoup en fait se questionnent beaucoup sur les choix qu'ils ont pu faire et tout. Ok, on est d'accord qu'il y a la remise en question, faut se connaître et tout. Mais si tu dois donner des clés à l'heure actuelle à ces personnes-là, peut-être qu'il n'y a pas une formule magique, mais qu'est-ce qu'on peut en fait... Un point de départ. Oui, voilà, un point de départ. Un point de départ pour ces personnes-là qui se sentent vraiment perdues dans leur vie actuelle. Surtout beaucoup, c'est par rapport à leurs études. Aux voies qu'ils ont Sachant qu'on rappelle entamées. toujours que tout commence par l'identité. Exactement. Ouais. Et juste pour compléter aussi, je pense qu'il y a certaines personnes qui savent ce qu'ils sont. Ils ont choisi des voies. C'est juste que, en étant peut-être en Afrique ou dans un certain milieu où c'est juste que le métier que tu as pris ne te donne pas forcément beaucoup d'opportunités. Donc, ce qui fait qu'ils stagnent. Il n'y a pas forcément d'opportunités derrière. Et je crois que c'est ça aussi qui fait que parfois, je crois, beaucoup se disent finalement que je me suis peut-être trompé. Donc, est-ce que ton choix aussi, tu le fais en fonction de opportunité sur le marché, ça revient à ce qu'on disait au début, opportunité sur le marché et ton identité. On a dit que tu dois exister au-delà de la je choisis plutôt mon identité ou je choisis l'opportunité, où il faut que les deux soient matchent quelque part aussi. Il y a une phrase que je garde souvent dans mon cœur pour ne pas me laisser berner par l'extérieur et croire que l'extérieur a ce que je recherche, donc tout est à l'intérieur de moi. C'est que je me dis, toute occasion qui se présente à moi ne doit être considérée comme une opportunité pour ma vie uniquement si elle est alignée à ma destinée. Elle est alignée à qui je suis censée manifester. Ça veut dire que, en fait, quand on est aligné à soi, comme je l'ai dit, on ne toque plus la porte. On l'ouvre parce qu'on sait qu'on est là. On ne la cherche plus, on nous recherche pour venir entrer. En fait, quand on est aligné à soi, dire que je n'ai pas d'opportunité ou je n'ai pas encore ce que je veux, donc ça veut dire qu'on est dans un état d'attente. J'attends d'avoir pour sentir que ce que j'ai fait, c'est un bon choix. Le seul sentiment qu'on a besoin d'avoir pour être sûr qu'on est sur la bonne direction, c'est le sentiment d'alignement. Okay. Ouais, c'est difficile de choisir. Pourtant, les gens choisissent le désalignement. C'est encore plus dur de le vivre que l'alignement. Parce que tous les jours... Ça te rappelle que t'es désaligné. Voilà, ça te rappelle que t'aurais dû faire la cuisine. Tous les jours, quand tu vas dans ton métier, tu sais que t'aurais dû être chanteur. Ouais, tu sais que t'aurais dû être journaliste. Et c'est ça ton rêve. Et puis tu vas dire, mais non, arrête. Tais-toi. Voilà, on veut pas l'écouter. Et en fait, alors que quand tu vis en alignement, quand tu choisis d'incarner une vie qui est vraiment idéale à ce qui bouillonne au fond de toi, il n'y a aucun rappel de t'aurais dû. La seule chose qui te fait peur, c'est l'insécurité financière. Après. C'est en fait, qu'est-ce qui va m'arriver? Il y a ça aussi le côté appartenance. J'ai peur qu'on me délaisse, j'ai peur qu'on me rejette. J'ai peur qu'on ne m'aime plus, qu'on ne me choisisse plus parce que je suis devenue telle ou telle personne. Et en fait, il faut déjà se dire, je ne vais pas attendre qu'on m'offre l'opportunité, je vais la créer. Ok, d'accord, on me refuse dans un plateau, moi je vais être journaliste. Ok, let's go, je vais créer mon truc. Je vais faire ça. Je ne sais pas comment je vais faire ça, mais je suis prêt à découvrir comment ça va marcher. Parce qu'au départ, on ne va pas se dire... Au départ, il n'y a pas de plan de... Alors, tu vas aller sur le point A. Ensuite, il y aura le point B et le C. Et tu sais, au C, il y aura un gars qui s'appelle John qui va te dire « Attends, on te cherchait ». Au départ, c'est pas du tout ça. Ouais. Au départ, d'ailleurs même, j'ai envie de dire, plus en évoluant, c'est pas ça. Mais au départ, c'est juste le plus important, c'est de savoir pourquoi je fais ce que je fais. Et est-ce que ce que je fais, c'est ce que j'ai toujours désiré faire?
Parce que quand on est dans le pourquoi je fais ce que je fais, bah, on se connecte même à ce qu'on souhaite apporter comme valeur ajoutée aux autres. Par exemple, là, vous faites un podcast, vous invitez des gens, il y en a qui vont l'écouter. Bah, en fait, si seulement vous commencez à développer le sentiment de la complétitude, c'est-à-dire sans besoin de rien, pas besoin que je puisse avoir de l'argent pour me sentir heureux, avoir un homme ou une femme pour me sentir comme ceci, avoir 100 000 followers sur notre compte YouTube pour sentir qu'on a un impact, mais juste besoin que je fasse l'action parce que je sais qu'il y aura au moins une âme qui va m'écouter. Quand on pense comme ça, on est heureux tous les jours. On ne regarde plus quelle porte n'a pas ouvert. Et même on se dit d'ailleurs, si la porte n'a pas été ouverte, c'est parce que je ne devrais pas être là-bas. Pourquoi ? Parce que l'alignement me fait présenter à des portes qui m'attendent. Aussi simple que ça. Moi, c'est ce que je me dis tous les jours. Et je le mets même dans des trucs bêtes. Par exemple, je vais être un petit peu en retard avec le bus. Je ne vais pas courir avec la montagne. Tu vas te dire qu'en fait, le bus, il devait cracher, donc c'est pour ça que tu l'as pas eu. Non, pas du tout. Je ne vais même pas me créer une situation qui met en défaveur les autres. Non. Je ne vais pas me dire, il va être en retard et qu'il y aura quelqu'un qui va mourir, qui fait que moi, je vais être en avance. Non. Je vais me dire, Sandy, tu cours parce que le bus t'attend quand même. Voilà, je change. Je ne dis pas, je cours parce que je vais rater le bus. Non. Je cours parce que le bus m'attend. D'accord. Et je vous assure, c'est vraiment... C'est vrai que psychologiquement, ça inverse totalement la chose. Tout à fait. Voilà, mais du coup, tu cours plus vite ou... Je peux courir un petit peu plus vite et pouvoir même un peu marcher. Mais ce qui est extraordinaire avec ça, depuis que je le fais, et ben en fait, je prends mes bus, quoi. Je ne les rate pas. Ok. Et vraiment, là, je peux arriver là et le bus en mais je sais pas, dans cet exemple-là, j'ai comme comme l'impression que je vais plus prendre mon temps. Bah ouais. Tu vas dire, mais il m'attend. Le truc, c'est qu'en fait, je me dis, le temps, c'est la vie. Et je pense aux gens qui sont dans le bus, qui ont des rendez-vous. Et comme ils prennent la peine de m'attendre, je dois me dépêcher parce qu'ils m'attendent. Après, il y a des gens qui pensent pas comme ça. Parce que bon. Heureusement, c'est pour ça qu'il faut choisir. Ouais, sous cet angle-là, quand même. Ouais, je pense que oui, je suis d'accord avec toi. Ça change, ouais. Et bah, c'est pareil, la personne qui va se dire, ouais, j'ai pas d'opportunité. Non, t'es l'opportunité. Tu te l'es créée. Maintenant, au fur et à mesure que tu incarnes en toi la confiance du choix que tu as fait de ton métier, qui galère pour l'instant, et aussi parce que beaucoup de gens, en fait, n'ont pas de patience. Aussi simple que ça. Ah ouais, la patience, ça, c'est vraiment un truc dont il faut qu'on parle vraiment, parce que effectivement, je suis d'accord avec toi. Les gens veulent tout de suite aussi. That's it. Moi, en tout cas... Les gens, toi-même, tu n'es pas dans ce cas. Ah bon? On a ça dépend, ouais. Il y a des situations. C'est ça, ouais. Et moi, ça, c'est un truc que j'ai commencé à enlever en moi, je pense, à ma première année, quand on me mettait la pression de « mais en fait, ça va se passer comment ? Mais en fait, plus tard, mais en fait... » Et je me suis rendu compte d'un truc qui est très paradoxal au final, c'est que même quand ça commence à payer, ça fait douter encore plus. Parce qu'il y a encore plus de choses à perdre, du coup, aussi. Bah parce qu'en fait, c'est pas normal. T'es bizarre. Comment t'as réussi, en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui. C'est bizarre. C'est vrai. Moi, je me rappelle, j'en rigole aujourd'hui, mais voilà, il y a une des phrases que mon père il m'a dit il y a 3 ans. Quand je lui ai montré mes devis, je lui ai montré mes factures de l'année d'avant. Il m'a dit, oui, mais en fait, tu fais ça, mais montre-moi. Et quand je lui ai montré, il restait silencieux. Puis il m'a dit, t'es pas sûr qu'on te paye parce que tu parles bien ? Ouais. Parce que moi, j'accompagne les hommes principalement. Okay. Et il m'a dit, et t'es pas sûr que, tu sais, les hommes, ils aiment bien les femmes qui parlent bien. Et pendant que tu fais le coaching, là, c'est pas le coaching qu'ils font au téléphone. Hein. T'es pas sûr que, c'est autre chose, en réalité, t'es juste sexualisé, en fait. Ok. Et c'est là que je lui ai dit, ah, je comprends maintenant. T'as pas peur que je manque. Tu as peur que je réussisse. En fait, tu sais que je peux le faire, mais comme c'est tellement pas... en fait, ça ira en contradiction avec tout ce qu'il pensait au départ, que c'était censé échouer. Exactement. Et ben en fait, il faut même pas mettre un... Moi, je mets pas des trucs du genre... Je veux bien me mettre des objectifs de performance par année et au fur et à mesure que j'évolue, et c'est bien. Mais je ne m'attache pas à ça. Je m'attache plutôt à ce que je réaligne dans mon année avec ce que je fais. Ok. Ouais, je m'attache toujours à ça. Je me dis, il y a ça comme objectif, c'est vrai, mais est-ce que tu le fais en alignement avec qui tu es au fond, avec tes valeurs que tu as définies, Sandy ? Tu ne bouges pas de ça. Si pour atteindre ton objectif, tu te retrouves à désaligner, en fait, ton objectif, il vaut rien du tout. Parce qu'à la fin de l'année, tu vas être content de manière apparente pour les gens qui vont dire, purée, c'est incroyable ce que tu as fait, mais tu sais qu'au fond de toi, tu te dis, c'est pas comme ça que je voulais obtenir mon objectif. Aussi simple que ça. Et ça, ce sentiment de sentir qu'on a atteint un objectif avec alignement,
avec dureté, c'est cette dureté de respect des valeurs internes qu'on a, n'est pas plus riche comme sentiment que atteindre juste et puis dire, bah voilà, je l'ai fait. J'ai fait, quoi. T'as vu, je l'ai fait, j'ai réussi. Il n'est pas plus riche que ça. Et comme David Laroche a dit, j'aime beaucoup sa phrase, c'est vraiment une des phrases que je garde dans ma tête. Le but d'un projet, c'est pas uniquement de le réaliser, mais c'est d'avoir justement, de nous maintenir dans ce cap au quotidien. Donc là, ce qu'il faut chercher, c'est le process. Le chemin. C'est pas en fait, c'est pas la destination. Ce qu'il faut C'est savoir, pas forcément le résultat process. final. Exactement. Et quand tu savoures le process, ce qui est paradoxal, c'est que le résultat final finit par te surprendre. Mais quand tu es trop focus sur le résultat final, bah en fait, d'abord, tu ne savoures pas le process, tu n'as même pas vu ce qui se passe, et voire même, tu peux vivre en désalignement tellement que tu es obsédé par les performances que tu dois obtenir. Donc cette personne-là, elle doit choisir l'authenticité, l'alignement et se dire, désormais, ça ne va plus être je crois ce que je vois, donc c'est-à-dire, je suis médecin, j'ai telle situation, ça ne va pas aller, aller en cuisine, oh là là, mes finances, ça va devenir rouge. Va plutôt se dire, ok, j'ai telle situation, elle ne me convient pas. Mais en fait, tant qu'à faire, vaut mieux encore que je gagne là, peut-être que je gagne bien, mais je ne suis pas heureux. Peut-être que je ne gagne pas bien, mais je pense quand même que c'est le domaine qui m'assure. Vaut mieux encore ne pas bien gagner dans un truc qui me rend heureux que s'attacher à un truc qui ne me rend pas heureux parce qu'on m'a apparemment dit que j'allais gagner là-bas, alors que même, ce n'est pas ce qui se passe maintenant. L'alignement finit toujours par payer. Pourquoi ? Parce que celui qui est aligné agit avec son cœur. Et quand on agit avec le cœur, on touche des cœurs. Et quand les cœurs sont touchés, les cœurs soutiennent. Et les cœurs payent. Aussi simple que ça. Exactement. Et les cœurs payent. Ouais. Parce que le coaching, là, ça sera plus... Le coaching ou le métier, la cuisine, tout ce qui va avec, ça ne sera plus... Ah, mais ce restaurant, il est trop cher. Pourquoi ils nous mettent des prix si chers dans leur menu ? Ça sera plus ça. Ça sera... Moi, j'aime trop aller dans ce restaurant parce que quand je vais là-bas, je sors avec un sourire. Quand je vais là-bas, purée que je mange super bien. On me parle super bien, je suis bien accueillie. Il y a une ambiance que j'aime bien. Donc, les gens ne parleront plus de ce que tu apportes comme produit ou comme service dans ton métier, mais ils parleront de qui tu es. Parce que dans tes valeurs, dans la culture d'entreprise que tu vas présenter ou dans ta manière de fonctionner, ils vont voir ce que tu leur apportes comme valeur ajoutée. Et quand un cœur est touché, quand tu es dans un restaurant, on laisse des pourboires. Oui. En faisant plus, on va recommander il faut que tu ailles là-bas, franchement. Ça mange bien là-bas, il faut partir. Ouais. Pareil pour le coaching, si quelqu'un a vraiment été servi, a vraiment été aidé, qu'est-ce qu'il va dire ? Moi, j'ai rencontré un gars, il s'appelle Jonathan, franchement, c'est un bon coach en vente, tu dois partir là-bas parce que depuis que moi, j'ai été avec lui, purée, il est top. En fait, la recommandation, qu'on soit salarié ou entrepreneur, c'est la plus efficace de marketing. Et pour qu'on nous recommande, c'est simple, toucher les cœurs. Et pour toucher les cœurs, c'est quoi ? Considérer son histoire, rester authentique par choix, même quand c'est inconfortable, parce que vaut mieux souffrir en étant authentique que souffrir pour un truc qui nous fait sentir désaligné. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans, quoi ? La vraie souffrance, c'est ça. Tous les matins partir, je suis énervée, ça c'est souffrir. Mais tous les matins partir, je suis pas énervée, ça c'est vivre. Même quand on n'a pas encore l'argent qu'il faut. Donc moi, je dirais pour conclure, commençons par vivre et arrêtons de souffrir. C'est ça, ouais. Voilà. Ces belles paroles. On est presque à la fin, on est même carrément à la fin, mais merci à toi. Tu parlais de musique et tout, donc si on peut connaître un peu tes actualités, est-ce que on va continuer dans le coaching, voilà, dans les années à venir, ou tu penses aussi ajouter un peu cette partie un peu plus musicale aussi voilà, au parcours professionnel que tu entends de tisser? Ou c'est encore trop tôt de le dire? Non, ok, d'accord, ok. C'est dans mes plans. Ok, d'accord. C'est dans mes plans, c'est clair pour moi en tout cas. Bah oui, si je dois me projeter d'ici 3 à 5 ans maximum, je me vois vraiment jongler entre la musique et le coaching en même temps. Ok, les deux, ok. Les deux en même temps, et ouais. On va te suivre. Ouais, avec plaisir. Si vous avez déjà eu une petite exclusivité. Bah oui, une très belle voix. Oh là là. Donc. Mais voilà, ouais. Ok, ce sera quoi, une musique pour toucher les cœurs, c'est ça? Certainement. Ça, toujours. Toujours okay. toucher les cœurs. Et nous, ce qu'on fait en fait à la fin, c'est que on reprend la question de l'invité précédent. Et après, tu poses une question aussi pour l'invité suivant. Donc, on n'a aucune idée de l'invité suivant, donc tu trouveras ta question. La question de l'invité précédente, elle était beaucoup plus dans le secteur public et un peu dans la politique. Okay. Et c'était Adjara, du coup, que je salue au passage. Elle disait, est-ce que tu penses que quelqu'un qui a fait
une carrière politique ou bien qui s'est lancé dans une carrière politique en Europe ou en France peut vivre en tout cas cela comme un obstacle s'il veut se lancer sur une carrière beaucoup plus en Afrique après. Je sais pas si j'ai bien résumé, c'est ça, non? Voilà. Est-ce qu'une carrière entamée en politique en Europe, par exemple, peut être une barrière pour après en Afrique? C'est pas forcément j'ai pas envie de donner des exemples, mais dernièrement, on a eu beaucoup de personnes sur le continent africain qui ont voulu se lancer en politique, mais on leur a un peu rappelé un peu aussi leur passé, que ce soit dans les pays européens. Est-ce que toi, tu vois ça aussi comme un obstacle? En tout cas, comment elle s'appelle déjà? Adjara Ouedraogo. Elle m'a cherché des problèmes. Bon, je vais quand même parler en restant dans ma zone de contrôle parce que je pense que dessus, je suis pas trop informée, donc je me sens pas assez légitime d'en parler comme ça, mais je vais dire un peu. Juste un avis d'observateur, Voilà. d'observatrice plutôt. Bon, selon ce que je sais déjà, en tout cas, du panafricanisme, je pense quand même que ça peut être un obstacle. Ok. Ça peut, mais je crois pas forcément que ça va forcément l'être, mais ça peut quand même. Parce que on sait très bien le rôle que joue, tu parles des pays d'Occident, on sait très bien le rôle que jouent les pays occidentaux dans l'impérialisme chez nous. On sait très bien comment ils ont modernisé leur colonisation sur nous. Et donc, bon, peut-être qu'en étant dans la politique, dans un pays d'Occident, on peut réussir à commencer à créer des blocages pour qu'ils ne puissent pas continuer à nous détruire là-bas. Mais je me dis que ça peut être quelque chose qui peut freiner quelque chose quand la personne veut switcher de l'autre côté. Okay. Mais je peux pas le dire avec autant d'assurance parce que je pense qu'il y a bien plus que ça qu'il faut que je sache pour le dire. Mais c'est ce que je peux dire. Ok. J'ai un avis aussi, mais bon, peut-être qu'on parlera plus tard. On va garder ça pour plus tard. J'aime bien dans le discours des personnes avec qui je discute maintenant, c'est que on a de plus en plus de jeunes en fait qui veulent s'engager politiquement, qui s'intéressent à la chose politique. Et je trouve que il y a une génération qui est passée là. J'ai l'impression qu'on était un peu plus déconnectés. Et ouais, moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que voilà, parce que c'est la chose publique quand même aussi. Il faudrait que même si on veut pas forcément en fait devenir créer un parti, simplement s'intéresser, demander aussi des comptes à l'État, c'est s'intéresser quand même à la société, c'est vraiment très important. Et c'est quoi ta question pour l'invité suivant, enfin prochain? Quelle question je vais poser? On peut rester dans l'identité, hein. C'est ta zone de confort. Tout à fait. Alors, je veux dire... Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, quand tu regardes autour de toi, est-ce que tu ressens profondément et avec assurance que tu vis vraiment ta vie idéale? Si oui, donne-nous des indicateurs. Ok. Voilà. Et bien, dis donc. Je t'assure. Question profonde, hein? Qu'elle ne puisse pas me haïr pour ça. Non, mais c'est bien. Moi, je trouve en fait ces sujets d'identité là sont très importants aussi. Donc voilà. En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a la dédicace. Est-ce que tu connais un jeune qui quelqu'un qu'on devrait aller suivre? Voilà. Pas forcément qui t'impressionne, mais que tu admires. Quelqu'un qui voilà. Pas forcément de connu. Non, pas forcément de connu. Et surtout, c'est ça ce qu'on veut. Nous, on veut pas des gens connus. Ok. De ton entourage même. Après, s'il est connu, c'est pas grave aussi. S'il est connu, c'est pas grave aussi en vrai. Mais je vais quand même prendre. Ouais. Alors, du coup, elle est connue. C'est Rachel Loussika. Ah, les intentionnels. Les intentionnels, on connaît très bien. Mais Rachel Loussika, je la cherche. Hein. On va la voir. On va la trouver. Voilà, on va la trouver. Aussi, on lui posera cette question-là. Ça marche. Voilà, c'est quelqu'un de très authentique dans ce qu'elle fait, je trouve, de ce que je peux voir. Et je sais que ce serait bien qu'on puisse la mettre en avant. Ok, ça marche. Ouais. Dédicace. Dédicace. Ouais. Merci. Et voilà, je te laisse clôture. Hein. Oui, c'est la fin de ce podcast. On est ravis que vous nous ayez suivis. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Yes, à la prochaine. J'espère que vous avez aimé. Bye. Ciao. Bye.